BPCE, donc Modern Data Stack, bon j'ai juste repris le mot, Modern Data Stack c'est, on peut mettre entre guillemets je veux dire, mais on partage à peu près tous les mêmes stacks techniques. Moi ce que je vais essayer de voir, j'ai vu un peu les presses de tout à l'heure là, je vais aussi d'illustrer un peu aussi avec notre organisation data autour des plateformes. Moi je vais plutôt l'orienter autour des plateformes, je suis dans un centre, alors excellence, expertise, voilà. Transverse pour le groupe BPCE. Donc c'est un peu comme présentait Decathlon tout à l'heure. On est un centre d'excellence. L'objectif, c'est d'accompagner les équipes data engineering dans le groupe. Le groupe, c'est 117 000 personnes. Bon, je suis obligé de mettre les slides. Non, je rigole. C'est un groupe de 117 000 personnes. En fait, c'est l'écureuil et la voile. Voilà, donc le Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Ça a créé BPCE. BPCE, il y a à l'intérieur une holding, des IT dédiés aux caisses et aux banques. Il y a toute une partie corporate banking, donc tout ce qui est CIB, et on a des fonctions corporate associées. Et donc, au milieu de de ce beau monde, on a un centre d'excellence qui a pour but de gérer en lien avec les équipes exploitation, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 ou 4 000 personnes qui s'occupent quand même juste de l'exploit des serveurs, des machines, des data centers du groupe, et donc de travailler avec ces personnes-là autour des data platforms pour faire évoluer les plateformes data, gérer la partie cloud, et le monde au milieu qui est, on va dire, la conteneurisation de services pour essayer d'avoir un monde essayer d'avoir une stack la plus résiliente possible et en répondant à toutes les contraintes et réglementations bancaires que vous allez voir, c'est un kiff incroyable. Tac, donc moi aujourd'hui je vais zoomer sur un truc, mais j'aime bien reprendre après cette définition-là, parce qu'à chaque fois on me demande pourquoi on a des plateformes Hadoop dans la maison. En 2016, comme à peu près tout le monde, il y a le mot Big Data qui est arrivé, comme maintenant il y a Gen, donc il fallait de toute façon en faire. Donc il y a des plateformes Hadoop qui ont été montées. Moi ce que j'aime bien reprendre à chaque fois dans le process de Hadoop, c'est l'idée de se dire on a sur des machines du stockage distribué, le processing. À l'endroit où vous avez le compute et le storage au même endroit, ça vous permet quand même d'avoir des performances relativement assez sympas avec du HDFS Spark sur du compute de volume. Donc tous ceux qui voulaient faire des small datasets, oui, Hadoop c'est pas fait pour. Voilà, welcome, après 8 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces briques Big Data qui sont quand même à la base de la fondation Apache, elles sont réutilisées dans énormément d'hyperscalers. Azure Purview par exemple, c'est du Atlas. Ranger aujourd'hui, c'est une base pour faire du airbag sur beaucoup de stacks. Typiquement, Confluent a été présenté, le airbag de Confluent, ça vient de Ranger. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Spark, Kafka, c'est des composants qui sont réutilisés et utilisables par énormément de gens avec Confluent, du Databricks, mais à la fin, ça reste des briques open source. Donc l'objectif pour nous, c'était de garder une capacité on-prem de compute pour le corporate banking. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on a énormément de responsabilités en tant que banque. C'est-à-dire que, en fait, s'il y a une guerre, et il y en a une à 3 heures de Paris, c'est en Ukraine, en fait, on est fonction vitale. Donc, en fait, on a des process vitaux qui doivent continuer à tourner, même s'il y a une guerre. Donc, grosso modo, on a des data centers. Donc, la capacité de garder un on-premise fonctionnel, DRPisable. Donc, ça veut dire, en fait, si on perd un data center, il faut qu'on ait la même continuité d'activité sur énormément de services. Aujourd'hui, la plateforme, elle sert aussi de plateforme opérationnelle data, donc de production de données pour des services, risque de marché, stress test, pricing, donc toute la partie corporate banking que vous pouvez voir de manière générale. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que en fait, vous avez beaucoup de composants Hadoop qui revient finalement dans les cloud providers. Quand on vous propose de faire du Spark sur GCP, on vous propose du Dataproc et du Hadoop Managé. Welcome. Donc finalement, Hadoop, c'est un peu de vie quand même sympa. Moi, ce que je vais me concentrer, vous allez voir, je vais vous faire tout l'écosystème qui est là. Je vous rassure tout de suite, ça va aller vite, hein. N'ayez pas peur. On va zoomer pas mal sur la partie Natixis parce que c'est là où, en fait, moi je viens de là à la base, je viens plutôt du corporate banking, donc j'étais gestionnaire et product owner de la plateforme qui est juste sur le côté là, et avec des petites sœurs en Asie et aux US pour faire de la réplication de données en centrale. On a la chance de bénéficier de data centers, d'équipes d'exploit, et donc on a décidé de monter nos propres plateformes. Et donc, on a des plateformes plutôt typées retail pour les caisses et les banques. Et vous allez voir, là, justement, on a fait un move to cloud sur GCP pour différentes problématiques. Donc, vous allez voir un peu ces évolutions de plateforme. Donc, juste pourquoi on a monté une plateforme, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un moment donné, on a eu des réglementations bancaires qui ont fait que les risques de marché avaient besoin de conserver plus d'historique, de nécessité de faire du compute, et que les exadata, c'est super, mais ça coûte cher. Donc, on a monté des plateformes.
des plateformes Hadoop, l'objectif c'était de se dire on respecte les 3 V, on va mettre du volume, de la variété. Pourquoi? Parce qu'en fait les opérations marché c'est du XML, c'est pas forcément des bases, c'est pas forcément de la donnée structurée. On a aussi beaucoup de documents qui sont produits dans les trades, donc beaucoup de recherches documentaires à faire dedans, la possibilité aussi de faire évoluer nos GED. Donc il y avait une volonté vraiment de se dire on va utiliser ces nouvelles technologies avec l'objectif de changer un peu l'approche data qu'on avait dans le groupe. Bon, ça, c'est voilà, pour dire que ça fait longtemps qu'on en fait. Ça reprend un truc intéressant sur l'organisation data. La chance qu'on a au niveau de la corporate banking, et c'est pas la même chose côté retail, vous allez voir qu'il y a la même notion de socle data côté retail qui est apparu avec des domaines d'usage. Mais côté corporate, on a de la chance, c'est que historiquement, les business domaines, financement corporate, trade, cash management, market, en fait, historiquement, elles ont des équipes data associées. Elles ont des équipes IT qui sont censées faire leur partie BI, leur partie décisionnelle, leur reporting, assurer les outils opérationnels. Et donc finalement, il y avait déjà en fait une structure qui pouvait donner lieu en fait à des futures équipes data lake qui ont été finalement les évolutions des équipes BI très souvent. Et qui avaient déjà des indicateurs, des reporting faits souvent sur des bases ad hoc au système opérationnel où ils transformaient ça en entrepôt. L'idée c'était de se dire on va leur donner un socle data sur lequel ils pourront travailler sur une approche de data warehouse commun, donc avec les mêmes briques techniques, mais avec un objectif de dire chaque entité vient apporter sa donnée et en est honneur et vient la mettre à disposition des autres pour faire de l'échange de données. Et typiquement, une des briques qui était importante, c'est de faire les référentiels. Les référentiels de la maison, tout le monde les recopie 150 fois. Bon, à la fin, le référentiel client, c'est le même, quoi. Enfin, je veux dire, on ne va pas le réinventer. Donc, l'objectif, c'était de se dire, vous le chopez ici, vous arrêtez de nous... Voilà. Vous faites du compute. Et vous faites de la partie, et donc on a beaucoup de reporting, donc c'est marrant, mais c'est vrai qu'on a énormément d'usages data après qui se sont montés au-dessus de la plateforme, qui était plutôt une plateforme finalement d'entrepôt, d'usage de socle, d'échange de données, qui après avait plutôt des approches où on allait sourcer les données à l'extérieur sur des bases ad hoc pour faire plutôt de la BI traditionnelle et autres. Et finalement, on a amené après des briques pour essayer justement de faire plus d'apport analyse et reporting aux bandes de celles-ci. La data science, qui était finalement le gros truc trend des plateformes Hadoop. Bon, concrètement, on a de la détection de fraude sur certains sujets, mais la data science, c'est clairement pas... En fait, on ne va pas utiliser Hadoop pour faire la data science. On va utiliser d'autres briques et on le verra. Mais ça a été un point qui était important. On est vraiment là pour construire une plateforme opérationnelle et non une plateforme pour s'amuser. Sur l'autre partie, on a... Voilà, moi j'aime bien présenter ça parce que ça explique un peu voilà, notre mécanisme. On a Kafka qui a été historiquement apporté via le monde Hadoop et aujourd'hui on a des offres plutôt middleware d'entreprise comme c'était montré tout à l'heure plutôt par Michelin sur une approche en fait EDA. Mais historiquement le Kafka il a été amené aussi par la stack Hadoop avec un objectif utilisé en fait en briques d'ingestion de données et de notification ou de mise à disposition des données dans le cluster. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez des métiers comme les risques de marché qui fonctionnent en fait par versionning des données de trade dans la journée. Et donc, en fait, c'était beaucoup plus simple de travailler déjà dans une approche dite, elle est événementielle, avec des grands... Voilà. Et donc d'utiliser Kafka pour le faire. Spark, bien entendu, pour se connecter à des bases, pour aller faire du traitement d'ingestion et autres. Du Scoop pour ceux qui, finalement, voulaient faire des choses simples. Informatica pour faire de l'ingestion ETL, parce qu'en fait, on a de l'ETL dans la maison, donc il fallait donner aussi les outils à ceux qui ne savent pas faire, finalement, et développer en Spark, de quand même utiliser la plateforme et de l'intégrer, les données. Du storage standard, du processing, de l'indexation de données. Alors plutôt indexation documentaire, voire maintenant base vectorielle avec Solaire. Base vectorielle pour l'IAGN qui va être, enfin, Solaire pour la partie plutôt base documentaire et vectorielle. Du décisionnel avec Indexima, c'est là où je disais qu'on avait essayé d'amener justement des briques pour essayer de faire de la BI aux bandes de la plateforme, éviter en fait de faire des recopies de données à l'extérieur. Security Management, Ranger, Kerberos, Resource Management, Atlas, Yarn, Atlas pour la partie Metadata Catalogue. On a Zinea, pareil que l'approche Colibra qui a été mentionnée côté Decat. Nous, c'est pareil, c'est en fait, on a Zinea qui est connecté en fait quotidiennement au Metadata Store qu'on a, que ce soit Atlas ou sur d'autres bases. Et finalement, Zinea qui va venir ramener les données Metadata à jour avec des définitions business qui sont autour. C'est pas parce qu'on a un catalogue de données que les gens comprennent la donnée, ça aussi c'était bien. Mais au moins on l'a. Cloudera Manager et des scripts Ansible, c'est fait par Cloudera. Mais là, c'est une réflexion autour de comment on fait évoluer la stack aussi pour essayer de plus en plus plutôt porter sur des distributions open source et utiliser Cloudera là où il peut y avoir un intérêt de support, etc. Mais on a aussi des use cases qui ne sont pas forcément considérés comme critiques et qu'on n'a pas besoin forcément de support avec Cloudera, mais on a besoin, pour aujourd'hui, on a quand même toutes nos stacks qui sont sur Cloudera, mais on est en test aussi d'autres alternatives pour limiter les workloads. Ça, c'est pour expliquer un peu les patterns. Justement, on a un objectif en tant que
l'équipe que je gère, parce que c'est vrai qu'en fait, je n'ai même pas dit, mais je gère une équipe qui s'appelle Data AI Plateforme et Architecture. L'objectif, c'est de travailler sur les patterns. Et les patterns, ce qui est important, c'est qu'en fait, les mecs ne réinventent pas la roue à chaque fois qu'ils ont envie de faire un projet data. L'objectif, c'est on a HDFS pour la partie storage layer, on marche en Hive pour des tables externes pour juste garder une vision relationnelle et SQL des données. On va utiliser HBase pour toute la partie plutôt acidité, update, et donc toute la partie pour risque des marchés. Solaire pour toute une base d'indexation documentaire, APIfiée pour derrière faire de la recherche documentaire dessus. Indexima pour la partie Datamart, donc Datamart accéléré, qui sont finalement en fait loadés de la partie Hive. Donc le Hive va nous servir de socle de données à proprement parler. Chaque entité est responsable de ces données. On a des zones publiques HDFS sur lesquelles sont mises à dispo les données. Vous exposez vos données via HDFS dans des zones publiques. Vous avez vos zones privées qui sont vos entrepôts à vous, liés à votre métier, qui sont des données qui peuvent être parfois plus sensibles que d'autres. La possibilité avec Ranger KMS d'encrypter les données de C4, parce qu'on a des données RGPD, on a des données clients qu'on n'a pas forcément envie qu'elles soient accessibles, même si quelqu'un récupère derrière l'accès à HDFS, il y a l'accès Ranger KMS. Finalement, ça revient aussi sur des principes de boîtier SSM sur certains cloud providers. Et derrière, une hybridité qui s'est formée à la base avec Power BI, parce qu'on a Tableau sur des métiers très spécifiques, mais quand vous voulez avoir un outil BI à plus de 117 000 personnes, Tableau, ça vient vite cher. Donc, on a plutôt passé par Power BI, surtout qu'on n'a pas forcément des usages analytics très poussés tout le temps. Des fois, c'est juste finalement des dashboarding d'indicateurs assez simples. Tableau, on va plutôt le mettre à niveau des métiers financement, etc., qui sont là pour gérer un portfolio, qui ont une compétence data plus importante et autres. Donc, à deux niveaux. Et donc, Power BI Cloud Services avec l'hybridité et la capacité surtout de faire du requêtage direct sur les plateformes data et pas faire de l'import de données. Parce que bon, si vous faites de l'import de données, bon bah voilà, génial, on a monté un socle et les mecs ils recopient toute la donnée, sympa. Donc l'idée c'est vraiment de travailler sur du direct query. Et on a commencé à faire des tests à l'époque, parce que là ça date plutôt de 2020-2021, c'est Stack, elle a évolué entre temps, mais ça c'est pour la fin. Et donc on a testé Azure au démarrage sur la partie machine learning, où en fait on fait de l'exposition de données dans Azure, de données voilà, anonymisées prêtes, et on utilise. Là on est plutôt maintenant sur du GCP. Et on commençait à avoir de l'OpenShift. OpenShift plutôt pour faire des backends Python. Parce qu'en fait, sur les backends API qu'on faisait, pour requêter finalement des sous-jacents de la plateforme, il fallait avoir des packages Hadoop. Donc en fait, le but juste, c'est de faire des images spécifiques et de requêter en dessous. Donc plutôt une approche plateforme. Et on a l'historique, et on a en fait un deuxième truc à gérer, qui est le Move to Cloud qui est en cours côté retail. Donc retail, c'est les caisses et les banques. Où historiquement, on a une plateforme Hadoop qui n'a pas été urbanisée de la même manière que la CIB et qui avait des gros problèmes en fait. Très simplement, il y avait des nœuds qui étaient beaucoup plus gros que les autres. Donc en fait, quand on faisait des opérations, il y avait toujours le même nœud qui travaillait. Ça faisait en fait des points de collision et complexes sur les usages. On a beaucoup d'usages data science où en fait les mecs utilisent des machines sur lesquelles ils travaillent en client et donc ils n'utilisent pas la plateforme en fait pour paralléliser les traitements. Donc finalement, la plateforme en elle-même était mal urbanisée, pas forcément bien pensée pour les usages data science qui étaient là. Mais ce qui était important, c'est qu'il faut voir que ça, c'est une plateforme data qui a servi quand même, qui a été très importante pour le groupe à la base, même si elle n'a pas été une réussite technologique importante, mais elle a été hyper important au niveau de l'organisation. Parce que nous, on est rouge et bleu, et ça, c'est une des premières plateformes qui a été faite en mode violet. Donc pensée pour le groupe, avec les caisses et les banques qui décident de travailler ensemble sur des données mélangées. Ça peut paraître très bête comme ça pour toute entité qui s'est créée en un silo, mais nous, c'était quelque chose d'important. On a donc décidé de partir sur BigQuery, enfin sur GCP, avec un objectif qui était de se dire finalement, la plateforme ne servait pas de sous-jacent pour faire de l'opérationnel data. On a déjà des bases de données qui servaient à ça, de l'Exadata, du Teradata. Elles servaient d'exposition de données. Donc ce qui a été décidé, c'était de se dire, on part sur Google avec un objectif, on expose les données. Et là, vous allez voir qu'en fait, il y a la même notion de socle data qui apparaît avec des domaines d'usage. Parce que finalement, les caisses et les banques, il y a un socle data forcément qui est obligé de se créer. Donc une équipe socle avec derrière des comptoirs d'usage. Donc les objectifs qui avaient été mis en avant, c'était de stocker déjà à moindre coût. Parce que c'est vrai que là-dessus, c'est vrai qu'un des succès du cloud, c'est comme le compute et le storage sont complètement désolidarisés, vous pouvez très bien stocker à moindre coût et c'est au moment du compute que vous payez, donc à l'usage. Ce qui était important aussi dans les besoins data science, qui ne sont pas forcément des besoins opérationnels, comme on peut avoir côté corporate banking, où là, la plateforme tourne 24 sur 24, parce qu'on a des traitements opérationnels intraday. Donc là, il y avait un intérêt d'avoir ce type de plateforme. Plutôt usage data science décisionnel et avec une volonté du partage des données.
Juste pour info, quand je disais que qu'est-ce qui est enfin, le cloud dans les banques, c'est pas le même cloud public que vous utilisez. Hein. On a un cadre réglementaire qui est très complexe, on doit respecter, on a un cadre contractuel qui se fait avec GCP par exemple aujourd'hui, parce que c'est un des cloud providers, mais on a aussi Microsoft, parce qu'on a la partie Power BI Cloud Services, Office 365, Power Apps, donc de toute façon il y a quand même Microsoft du jour là. Donc on a les deux à gérer avec un cadre contractuel, mais surtout ce qui est important, c'est qu'en termes de sécurité, on a des VPCC, donc en fait des virtual private cloud à l'intérieur des clouds publics. Donc on ne peut pas utiliser tous les services, et tous les services sont packagés, industrialisés, terraformisés à chaque usage. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'aller sur la console et faire des lignes de commande sur la console. Ça peut paraître très bête, mais on est face à ça. L'objectif de BigQuery par rapport à la brique SQL, c'était de se dire, on va essayer de se créer un enjeu, un data mesh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout cette approche-là de comptoir. Ça veut dire qu'il y a des comptoirs qui ont été créés, donc chaque domaine est responsable de sa donnée, mais par contre, il y a un comptoir socle. Et le comptoir socle, en fait, c'est le domaine client. Le domaine client qui vient des caisses et des banques, parce que c'est la vision des contrats, c'est la vision des épargnes, c'est la vision de la relation client qu'on a. Donc en fait, il y a des comptoirs qui se sont créés avec un domaine socle qui va gérer finalement, qui va être géré par une équipe socle, et chaque domaine qui vont être fait par des équipes data des domaines existants, assurance, assurance vie, non-vie, lease, factor, enfin la facturage, enfin les domaines existants qui sont déjà là et qui ont déjà des équipes IT, mais un domaine socle data qui s'est formalisé, avec des usages au-dessus. Et là, c'était intéressant, c'est qu'il y a cette approche MES qui s'est créée, mais finalement, on est sur un GCP en tant que layer d'exposition et d'outillage. Et donc, dans la partie data science, il y a un vrai usage de Vertex AI, qui est la partie plutôt offre data science que Google offre, finalement, du notebook manager. On a un gros lift and ship forcément en Spark, mais on essaye aussi de faire la traduction de Spark vers BigQuery pour faire plutôt du SQL Compute, parce qu'il y a beaucoup de Spark SQL en fait qui traînaient. Et il n'y a pas forcément un intérêt majeur de continuer à faire tourner du Spark pour faire du Spark SQL là-dessus. Donc un usage en se disant aussi qu'on va utiliser le cloud provider comme il est. Après, il y a des briques qui sont intéressantes comme Composer. Composer, c'est du Airflow Manager. Nous, on essaie aussi maintenant d'avoir du Airflow. L'idée, c'est d'avoir aussi des briques qu'on peut réutiliser chez nous. Quand je dis chez nous, c'est-à-dire en on-premise, en plus des briques côté Google. Mais là, sur BigQuery, on s'est dit de toute façon, c'est du SQL NC. On traduit ça en BigQuery. S'il y a besoin après d'évoluer sur un autre dataware pour X ou Y raison, problème contractuel avec Google, qui ne rentre plus dans les normes standards de cloud provider qu'on a le droit d'utiliser en tant que banque, eh ben, il faudra faire une migration, mais ça restera du SQL, entre guillemets. Et donc, on a pas mal de challenges parce qu'on se retrouve quand même dans un milieu où en fait vous avez une ancienne CIB, enfin vous avez une CIB qui a une sorte de plateforme opérationnelle en centrale qui va faire le traitement en quotidien avec une plateforme on-premise. Vous avez quand même l'arrivée des conteneurs, de plus en plus de stacks et de cloud, aussi d'éditeurs qui vont plutôt vous fournir des images de leur solution qu'un déploiement chez vous ou des offres SaaS. Et vous arrivez avec la partie Google, dans la partie plutôt GCP, usage SQL, usage data science décisionnel, et du Power BI pour la partie Cloud Services. En plus, vous avez Azure Fabric qui arrive maintenant avec l'évolution de Power BI côté Microsoft, donc c'est un vrai plaisir, c'est les évolutions des stacks continues là. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à gérer tout ça. Le volonté aussi d'utiliser des nouveaux formats de table, parce que ce que je disais dans Hive, c'est qu'on est quand même très relationnel. On a des fichiers et on a une brique SQL. L'objectif, c'est d'aller plutôt amener du format iceberg et qu'on ait le même format de table qui peut être utilisé autant en on-premise que sur des cloud providers aussi, et de garder la même approche du data catalogue. Et surtout, de plus en plus, ce qu'on voit énormément évoluer dans nos plateformes existantes, on va dire Hadoop, en on-prem, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne court plus après le stockage, mais on court énormément après le compute. Parce que en fait, le stockage, après 8 ans, vu qu'on avait des contraintes réglementaires de 10, on arrive à un moment en fait, à une sorte de maturité du stockage. C'est-à-dire qu'on a de nouveaux use cases qui arrivent, mais en termes de stockage, on n'a plus une évolution exponentielle. C'est une petite courbe linéaire, mais qu'on arrive à suivre clairement. Par contre, le compute, là, il a évolué. Il a évolué pourquoi? Parce qu'il y a plus de problématiques d'indexation de documents, il y a plus de problématiques de compute Spark, il y a plus de problématiques de mise à disposition des données et de création de comptoirs, parce qu'il y a de plus en plus d'usages. Donc tant mieux. Par contre, il faut courir après l'ajout de machines pour finalement du compute. On s'est dit qu'on arrive peut-être à la fin d'un modèle. Et donc là, on est en train de réfléchir énormément à ce qu'on pourrait appeler l'élasticité en demande, donc essayer de faire du compute en demande avec nos plateformes OpenShift. Donc je vais expliquer ce qu'on a. Donc finalement, ça, c'est un peu l'écosystème qu'on a, avec un écosystème plus on-prem côté CIB, comme je disais, et retail avec GCP à date. Et donc, on a travaillé sur 3 choses.
Donc je vais mettre en avant 3 technos sur lesquels on est en place. D'abord, on avait la volonté de chercher un moteur SQL de type ce que j'appelle Massive Parallel Processing, donc la capacité d'avoir en fait un moteur de compute au-dessus de nos plateformes, que ce soit des bases data lake, du Oracle ou GCP. Et donc là-dessus, j'allais vite parce que c'est pas forcément. Enfin, on a décidé plutôt de partir à la base sur Trino, et donc on est parti avec Starbus. Starbus, c'est finalement le Confluent de Trino, donc la version Enterprise de Trino. Trino, c'est un fork de Presto. Il y a une communauté d'usagers autour de l'open source, parce que moi je m'occupe aussi de la practice open source en interne. Il y a une volonté aussi d'avoir du dual sourcing, c'est-à-dire les nouvelles technos qu'on choisit de plus en plus doivent avoir une dualité open source, parce que s'il y a des besoins non critiques, pouvoir utiliser l'open source, et s'il y a des problématiques avec l'éditeur, vu qu'il y a quelqu'un de Starbus dans la salle, j'espère pas, mais pouvoir en fait travailler sur le core open source. Mais ce qui est important en fait, on doit gérer, tout à l'heure on parlait de ROI, mais on doit gérer un coût global de la plateforme. Et sur mes coûts globaux de plateforme aujourd'hui, sur mon business model, je dois être capable aussi de donner une possibilité de dual sourcing par rapport aux éditeurs. Voilà. Starbus, finalement, l'idée, c'est quoi? On revient sur des principes un peu de traitement Spark, c'est-à-dire vous avez un coordinateur des workers. L'intérêt, c'est qu'on peut faire du compute à la demande. Vous avez les coordinateurs allumés et derrière les workers qui vont s'allumer en fonction des besoins. Ça, c'était intéressant parce qu'on a la chance d'avoir, en fait, chez nous, tout un environnement kubernétisable, parce qu'on a Red Hat avec OpenShift et on a en fait un data center aujourd'hui avec des environnements OpenShift complètement déployés et à l'usage. Donc on s'est dit, bah tiens, on va utiliser ce compute existant, donc cette capacité de conteneurisation qu'on avait déjà en on-prem, et on va déployer Starbus chez nous pour avoir en fait du SQL compute. Et au moins on a une version entreprise et packagée de Trino là-dessus. Et donc on a plutôt une approche de dire on va faire de la fédération entre nos lakes internes, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on a les US et l'Asie. Par contre, en on-premise, avoir le moteur SQL à la demande en on-premise, pouvoir quand même communiquer avec GCP, parce qu'un point qui est important, mais même si on a fait le cadre contractuel, on n'a pas le droit d'aller mettre des données sensibles. Aujourd'hui, il n'y a aucune donnée client qui vont directement dans GCP. Tout est anonymisé, et les données de type IBAN, qui peuvent être aussi un identifiant et autres, ne vont pas dans GCP. Donc en fait, on a de la donnée C4, dite sensible, qui reste dans nos Notre-Dame, sauf qu'on doit être capable de faire de la fédération de requêtes. Donc il nous fallait aussi des moteurs. Et Oracle, parce que finalement, Exa, c'est quand même une des bases qu'on a le plus en termes de SI opérationnel. Beaucoup de progiciels se déploient dessus. Aujourd'hui, on a beaucoup de progiciels finalement côté banking. Hein. Tout ce qui est finalement progiciel de financement, tout ce qui est progiciel trade, tout ce qui est progiciel cash management, beaucoup d'Exa en fait derrière. La possibilité aussi de déployer des services de cloud provider. Ah oui, donc nous l'idée, c'est plutôt d'aller à l'inverse. Donc plutôt de se dire qu'on va hybrider en allant chercher des services des cloud providers et les mettre chez nous. Typiquement, donc Azure propose Azure Arc, mais propose aussi des conteneurs registry. Et vous avez en fait tout un panel de services Azure que vous pouvez déployer chez vous. Speak to text, la voice recognition, etc. Donc nous, on a quelques problématiques de données sensibles, comme je disais. Typiquement, il y a du speak to text pour des comptes rendus de réunions qui sont sensibles. L'idée, c'est de commencer à se dire, on va commencer à ramener des services chez nous. Et donc là, on fait tourner du service speak to text en interne. Et il y a des offres de Google qui apparaissent petit à petit, qui pop, en parallèle du cloud de confiance Sens, qui sont par rapport à la capacité d'aller chercher une stack Google chez nous, et donc de l'avoir dans nos propres data centers. Ça permet un truc, ça permet d'aller gérer des cas sensibles, mais ça permet surtout de garder une même stack commune sur certains sujets, typiquement Vertex, parce que toute la partie outillage data science que je n'ai pas abordé, aujourd'hui on a quand même Vertex qui est du notebook managé avec BigQuery sous-jacent dans GCP. Côté on-prem, on essaie justement d'avoir plutôt du notebook Python à la demande sur du OpenShift, mais on n'est pas sur le même user-friendly approche dans les deux. Donc l'idée, c'est essayer d'aller travailler aussi ces thématiques-là, sur l'outillage. Et après, il y a Airflow. Airflow, pourquoi? Parce que justement, comme je disais, il y a Composer sur le côté Google. Forcément, les gens ont commencé à nous dire on aimerait avoir Airflow chez nous. Bah oui. Donc ça, c'est intéressant. Le sujet Airflow, en fait, il vient répondre à un besoin qui est on a des orchestrateurs internes. Pour ceux qui connaissent le nom, ça s'appelle Control-M. En fait, c'est des boîtes que vous gérez. Ça fait le taf, mais quand vous commencez à avoir des chaînes data qui deviennent très complexes avec, en fait, où vous vous retrouvez à faire des traitements Spark qui prennent énormément de connaissances métiers dans le traitement, et quand le traitement foire, et que le mec, il se réveille pas dans la nuit, et que vous vous retrouvez avec l'astreinte où il faut que le traitement tourne et vous savez pas quoi faire, ça devient très embêtant.
Donc l'objectif, c'est de commencer à désolidariser cette connaissance métier dans les traitements et plutôt de la mettre au niveau des DAG, donc au niveau de l'enchaînement des actions au niveau Airflow. L'objectif, c'est de faire monter aussi en compétence nos prod API là-dessus. Donc là, il y a un gros travail justement de packaging de Airflow pour que ça soit sur OpenShift, le plus stateless, c'est un grand mot, enfin le plus compute en demande, et de commencer justement à revoir notre manière de structurer nos traitements qui étaient avant très orientés sur beaucoup de connaissances au niveau des traitements, avec beaucoup de complexité dans les traitements, et plutôt de revoir une chaîne qui serait toujours orchestrée par Control-M, qui sont plutôt des boîtes où vous lancez un traitement par domaine, mais au moins vous avez justement dans Airflow un scheduling de différentes tasks qui vous permet de suivre au plus près les actions de votre traitement métier. Et bien entendu, tout à l'heure je parlais de capacité de compute élargie ou en demande. Et là, typiquement, c'est voir avec Airflow ou des orchestrateurs Spark, des opérateurs Spark, comment on peut lancer du cluster Spark sur OpenShift. Et j'ai terminé, parce que ça, c'est l'évolution de la stack. Donc Starbust, donc avec l'arrivée de BigQuery comme nouveau layer SQL, Airflow / Composer en centrale, Starbust dans une approche SQL Compute, et derrière OpenShift autour de tout ce qui va être plutôt back-end conteneur, conteneurisé de plus en plus de services comme des notebooks Jupyter. Bon, rien d'exceptionnel, mais au moins essayer de commencer à faire un truc à la demande où finalement, quand à chaque fois un data scientist va installer une librairie Python, il ne se retrouve pas à appeler toute la Terre pour le faire installer sur sa machine. Donc voilà, voilà l'évolution de la stack existante, plutôt orientée côté CIB, parce que c'est quand même dans le monde où on a vraiment un socle data plus opérationnel, et malgré tout, gros usage maintenant analytics sur la partie GCP pour la partie retail. Donc voilà. Super, merci. On se réserve une question. Petite question par ici, non? Alors moi j'en ai une. On a le spécialiste Jean-Georges Perrin qui est là, qui chapeaute l'ODCS, Open Data Contract Standard, et en fait qui définit tout ce qui est utilisation de data product et de data contract. Est-ce qu'il y a déjà ce genre de projet chez BPCE, ou c'est peut-être dans une autre équipe? En fait, la notion de produit data, là cette année, on va dire qu'on a commencé à l'ouvrir, mais clairement non. Clairement, je dirais plutôt, aujourd'hui, on est sur... la banque, de manière générale, c'est de la donnée qui transite. Donc, je dirais, on est plutôt sur des modèles de données toujours en vision client qui oriente les contrats. Donc, ça peut être des contrats de trade, ça peut être... et par contre, l'objet qui, lui, par contre, a une structuration qui est différente. Mais comme finalement, la personne du financement va aller chercher des informations pour le refinancement, il revient sur ses contrats qu'il connaît. Et en fait, on a quand même un écosystème qui échange, mais qui malgré tout reste sur son écosystème data existant. Ok, ça paraît... et on a plutôt des visions centrales qui sont plutôt des indicateurs de suivi global des chaînes de fonctionnement, parce que pour avoir en fait une météo globale de la banque. Mais il n'y a pas encore de produit data au sens des définitions globales de quelle est la bonne pratique pour définir un produit data. Par contre, il y a eu beaucoup d'APIfication, parce que comme on doit avoir énormément de services qui doivent communiquer ensemble, là par contre sur les API, il y avait déjà eu ce travail-là un peu de produit API, entre guillemets, si on peut le reprendre le même mot. Mais en termes de produit data aujourd'hui, on n'a pas certifié en disant ça marche comme ça. Ok, merci Florian.